a record of the delightful piece they're going to play this evening. En partenariat avec le service de valorisation de la recherche de l'Université de Corse, Nebbia Campus Corté vous présente Débaltation. Bonjour à tous, chers auditeurs de Radio Nebbia. Bienvenue sur 90.6 dans Débaltation. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Léa Pasquali, que j'invite à se présenter. Bonjour, alors donc je m'appelle Léa Pasquali, je suis en deuxième année de doctorat au sein de l'Université de Corse. Donc je suis rattachée au laboratoire UMR LISA et je travaille donc sur les impacts du tourisme sur les résidents. Et je suis dirigée par la professeure Marie-Antoinette Maupertuis et le docteur Anne Casabianca. Oui, tout se passe bien. Tout se passe très très bien, merci. Alors, sur quoi porte la thèse spécifiquement ? Là, tu en es à quel moment de ton travail ? Alors là, donc je viens de terminer donc ce qu'on appelle l'état de l'art. Donc j'ai mis en revue donc tous les travaux scientifiques qui ont été faits sur le concept donc de résident attitude. Donc c'est-à-dire le ressenti des résidents. C'est un mot anglais, hein, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Il n'y avait pas d'équivalent en Corse ? Non, toujours pas. Voilà, donc ce qui est donc c'est des études donc qui traitent des impacts du tourisme et plus particulièrement des perceptions des impacts du tourisme par les résidents. Donc l'objectif globalement, c'est de comprendre quels sont les facteurs qui vont faire varier ce ressenti et l'acceptabilité du tourisme par les résidents. Qu'est-ce que tu appelles l'acceptabilité ? Tu parles d'un niveau écologique, économique ou comment tu le figures ça ? Alors l'acceptabilité, donc ça prend en compte en fait les attitudes et les attitudes sont déterminées aussi par le biais des impacts. Donc en fait, la littérature elle reconnaît qu'il y a 3 types d'impacts, donc les impacts économiques, les impacts socio-culturels et les impacts environnementaux. Et en fait, quand on va déterminer, quand les résidents montrent leur perception des impacts, ces impacts en fait sont censés déterminer leurs attitudes. Donc par exemple, un résident qui considère que le tourisme apporte que des bénéfices économiques va avoir plutôt une attitude positive, c'est-à-dire donc il va avoir tendance à mieux accepter le tourisme puisque donc le tourisme génère des recettes économiques, génère aussi des opportunités d'emploi. Et en fait, c'est comme ça que la littérature traite la question. Et alors, par curiosité, si on se dit économiquement ça marche très bien, mais socio-culturellement ça ne marche pas bien. Comment ça se passe ? Parce que j'imagine que c'est jamais tous les potards à fond. Des fois, ça doit varier. Peut-être qu'il y a des choses sur lesquelles on se dit non et des choses sur lesquelles on se dit oui. Tu étudies ce genre de combinaison aussi ? Alors justement, lorsque j'ai étudié ces perceptions des impacts, le premier travail que j'ai fait, c'était de rassembler donc l'ensemble des résultats. Donc de toutes les publications que j'ai étudiées, et j'en ai étudié pas mal. Sur la Corse spécifiquement ou Non, sur n'importe quelle destination. Hein. D'accord. Voilà. Bien. Et en fait, j'ai donc essayé de comprendre quelles étaient les perceptions positives et les perceptions négatives. Et en fait, je me suis rendu compte que les impacts économiques étaient perçus de manière positive. Donc majoritairement, puisque ça génère donc des recettes, de l'emploi, etc. Les impacts socio-culturels, c'est plus négatif. Parce qu'il y a donc des effets de congestion, donc des lieux qui sont surfréquentés, ou alors encore des embouteillages, etc. Il y a aussi des actes de vandalisme, donc ça a été vu notamment en Espagne. Et aussi les perceptions donc des impacts environnementaux, elles aussi elles sont plutôt perçues de manière négative. Bon, par le biais de la pollution, du piétinement sur les sentiers, etc. Et en fait, au final, je me suis rendu compte que les résidents donc percevaient le tourisme plutôt négativement en fait, par le biais de ces impacts. Et après donc j'ai comparé un peu tous ces impacts, etc. Donc j'ai fini par faire une typologie des impacts. Et cette typologie des impacts justement va me servir pour la suite de mes travaux de thèse. Donc et j'aimerais
surtout essayer de reprendre ces principaux impacts, mais plutôt pour les mettre sur un contexte d'insularité en fait. Voilà, parce que je me suis rendu compte aussi dans la littérature que pour traiter des destinations insulaires, il n'y a pas d'indicateur spécifique en fait. C'est plutôt de la comparaison. Ils font plutôt de la comparaison, par exemple, entre une destination urbaine et une destination insulaire. Voilà, il n'y a pas d'indicateur spécifique sur le ressenti des résidents, sur des résidents insulaires en fait. D'accord. Sur cette catégorisation, je reviens sur cette catégorisation. Alors, économique, socio-culturel et environnement. J'imagine qu'on peut rattacher ces ressentis d'une certaine manière au réel, c'est-à-dire voir si effectivement le tourisme apporte économiquement, s'il dégrade véritablement l'environnement. Ça doit pouvoir se mesurer sur du court, moyen et même long terme, c'est-à-dire quel type d'industrie peut être développée si, à vrai dire, l'effort économique se dirige pas vers le tourisme, par exemple. Comment on fait pour l'indicateur socio-culturel ? C'est-à-dire qu'il y a un ressenti, c'est indéniable, mais est-ce qu'il y a des manières... est-ce que dans la littérature, justement, on dégage des manières de le rattacher au réel ? C'est-à-dire, effectivement, est-ce que ça dégrade ou pas le socio-culturel ? Ou est-ce qu'il n'y a que des approches politiques avec des gens qui diraient « oui, on perd nos traditions », par exemple, et d'autres gens qui diraient « non, ça enrichit notre culture ». Alors, par exemple, pour le socio-culturel... la plupart des impacts négatifs parlent de prostitution et d'actes de vandalisme, donc criminalité, etc. Donc ça, finalement, c'est des impacts qui ont été, qui sont engendrés par le tourisme. Donc ça a été déjà mesuré en termes d'impact réel et pas en termes de ressenti, mais ça a été aussi retrouvé en termes de ressenti. Ah, donc du coup, effectivement, c'est des sujets politiques, quoi. La prostitution perçue du coup comme quelque chose de mal. Voilà. D'accord. Donc typiquement, si, pour l'expérience de pensée, si dans un pays c'est pas vu comme quelque chose de mal, a priori, ça sera pas ressenti comme quelque chose. S'il y a plus de prostitution, ça serait pas mauvais. C'est ça l'idée, quoi. Alors, après... Non, juste ça parce que tu disais ça. Non, mais c'est juste pour citer quelques exemples. Après, voilà, c'est les impacts, en fait, les impacts réels du tourisme, c'est un peu les prémices du ressenti des résidents et de la résidente attitude, parce que les impacts, sur à court terme ou même à long terme, pour le coup. Je prends un exemple tout bête. Là, sur l'économie, à court terme, j'ai quelqu'un qui vient et qui dépense de l'argent. A priori, Sartec. Bon. Sur le long terme, je me rends compte que ça remplit les littorales, que, à vrai dire, économiquement, ça empêche certains des locaux de se loger. Donc, du coup, ça ralentit l'arrivée sur le marché de l'emploi d'une certaine catégorie socio-professionnelle. Donc, a priori, à court terme, ça va. Et à long terme, ça peut avoir des effets délétères. Donc j'imagine, ce serait quoi, plutôt le court terme qui prévaut dans le ressenti, ou comment est-ce que pour le coup, comme tu disais, tu n'as pas encore fait de terrain proprement parlé. Voilà, c'est ça. Mais est-ce que tu es tombé sur des indices comme ça dans la littérature, justement ? Oui, alors justement, donc la littérature, elle traite ça par le biais des études longitudinales. Donc surtout pour comprendre les impacts de la saisonnalité. C'est-à-dire que ça s'appelle des... Alors, je vois pas. Oui. Longitudinal, ça veut dire qu'on fait sur des longues périodes de temps. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc l'idée, en fait, c'est de comparer 2 ou 3 périodes. Donc en général, ça passe par 3 périodes. Donc il y a l'avant-saison, la pleine saison, et après voilà, donc tout ce qui est octobre, etc. Et le but, en fait, c'est de comprendre par le biais de ces 3 périodes, de l'étude de ces 3 périodes, est-ce que les attitudes vont fluctuer, voilà, évoluer ou pas. Est-ce que, et en fait, c'est ça aussi, c'est un enjeu que j'aimerais traiter, parce que comme en Corse, on a une problématique liée à la saisonnalité, puisque 52% des touristes sont concentrés sur les mois de juillet et août. Est-ce que justement le fait que un résident qui soit là en plein été perçoit les mêmes problématiques que quelqu'un qui vit qui est au mois de janvier ou autre, et ça aussi c'est un intérêt particulier, puisque
La saisonnalité, donc c'est beaucoup dans les zones insulaires, puisque voilà, c'est aussi les vacances d'été, la plage, etc. Donc voilà, et en fait voilà, je disais donc la littérature traite ces questions-là. Ces questions, voilà, par le biais des études longitudinales. Et alors, tu dis 52%, mais c'est 52% de combien ? C'est quoi l'amorce de touristes ? Parce que des fois, on entend 2,5 millions, 3 millions dans toute la saison. On est sur cet ordre de grandeur-là. Voilà, c'est ça. Donc, par exemple, du 1er mai au 5 novembre 2017, on était à 2,6 millions de touristes. Ah, quand même. Voilà, c'est ça. Donc, du coup, il y a des zones qui sont un peu plus impactées que d'autres. Par exemple, l'Alta Rocca ou la Balagne, qui ont un ratio de pression touristique important, donc c'est-à-dire une grosse concentration de touristes, donc déjà sur des espaces qui peuvent être restreints, donc par exemple le littoral, et voilà, du coup par rapport au nombre d'habitants, après ça peut générer des problématiques de gestion des déchets, de gestion de l'eau, voilà, donc tout ça, ce sont des problématiques qu'on retrouve en Corse. Et c'est pour ça que aussi c'est exactement le type d'indicateur que j'aimerais intégrer dans mon modèle pour comprendre si est-ce que cette saisonnalité, cette surfréquentation des lieux, etc. Va faire donc fluctuer les attitudes des résidents. Et du coup, qui aurait à leur tour un impact sur la fréquentation, j'imagine. Oui, qui peuvent aussi avoir un impact sur la fréquentation. Parce que si tout d'un coup le tourisme se mettait à être très très mal perçu par tout le monde, eh bien, il y aurait certainement moins de restaurants ou moins d'hôtels. Oui, puis aussi, on a assisté à partir de 2017 à des mouvements anti-tourisme dans les destinations européennes. Donc, par exemple, à Barcelone ou à Venise. Rattaché à des problématiques écologiques, j'imagine ? Écologiques, mais pas que, parce que du coup, voilà, il y avait ressortait encore ces problématiques de vandalisme, donc notamment à Barcelone, où les résidents se plaignaient pendant le spring break particulièrement, voilà, des personnes qui étaient alcoolisées dans la rue, voilà, il y a eu des problèmes sur les résidents, il y a eu les problématiques liées à Airbnb, donc les résidents de Barcelone, du centre Barcelone qui ne pouvaient plus se loger, qui donc du coup étaient obligés de partir. Et en fait voilà, et tous ces mouvements en fait ont commencé à nous faire prendre conscience que donc le tourisme est important, etc., mais que la vie des résidents compte énormément. Et d'ailleurs, les résidents sont intégrés dans les objectifs de gestion du tourisme durable qui ont été définis par l'OMT. Et alors là, pour le coup, ça représente combien à peu près le tourisme dans, je dirais, la création de richesse en Corse ? Comment on le compte, ça ? Alors, on le compte en dépenses touristiques. Et les dépenses touristiques, c'est 33% du PIB régional. D'accord. Voilà. Donc, donc chaque année, ça représente ça. Est-ce qu'il y a des études, justement, longitudinales sur ces sujets-là qui observent, on va dire, l'impact à long terme ? On sait que la Corse est un cas très particulier en termes de maillage, ne serait-ce qu'industriel. C'est une région qui est très peu industrialisée. Est-ce que le tourisme a fait office de palliatif, par exemple, et a encouragé cette non-industrialisation ? Est-ce que c'est plutôt quelque chose qui a, tout simplement, au lieu de le ralentir, en fait, juste était là, l'a remplacé et a suffi ? Est-ce qu'il y a plus comme analyse que simplement ça nous fait un tiers de ce qu'on rentre? Non, après il y a beaucoup plus d'analyses que ça, sur beaucoup de, parce qu'après voilà, le tourisme reste quand même un secteur dont les impacts sont difficilement mesurables. Puisqu'il y a beaucoup de, voilà, c'est ce qu'on appelle l'économie informelle, en fait, puisque le tourisme, il génère pas seulement des dépenses, voilà, c'est pas que des dépenses touristiques, et voilà, il y a aussi d'autres entreprises qui sont liées, notamment des entreprises pour l'agriculture. Voilà, tout ce qui est le logement, le BTP, etc. Donc après, voilà, la part du tourisme, ça reste la part du tourisme dans le PIB. J'avais étudié ça là il y a pas longtemps, et c'est encore difficile en fait de mesurer les réels impacts économiques du tourisme dans la richesse de la région, quoi. D'accord.
Alors on va faire une petite pause musicale et on se retrouve tout de suite après. On est de retour sur Radio Nebia 90.6 toujours, ça change pas, hein. À chaque fois c'est la même. Bon, alors on parlait justement de l'impact économique énormément, et aussi de rétroaction un peu plus tôt, c'est-à-dire le fait que un impact, disons, environnemental, à vrai dire, peut avoir aussi finalement un impact économique là-dedans. À quel point ces différentes catégories de ressentis, donc ces trois catégories, sont entremêlées, ou en tout cas, est-ce que les gens les mettent en relation naturellement, ou est-ce que vraiment ce sont souvent en science on fait des catégories, on fait des petites cases comme ça, et puis alors même que dans le réel elles sont pas vraiment là. Comment est-ce que c'est perçu par le chercheur que tu essaies de devenir? Alors, c'est trois catégories d'impact, du coup. Ouais. En fait, moi, je considère qu'elles ont été déterminées naturellement. Parce que forcément... Elles ont émergé. Voilà. C'est pas un choix politique. Non, moi, j'ai pas perçu ça comme ça, en tout cas. Ouais. Voilà, c'est des impacts qui ont été considérés rapidement, etc. Et en fait, ouais, je pense que ça a été traité comme ça, puisque au départ, il y avait pas vraiment de catégorisation. Ça a été, voilà, plus la recherche a avancé, plus il y a eu, des variables qui ont été intégrées dans les modèles, etc. Et finalement, ces trois catégories des impacts ont été ajoutés dans la mesure dans la perception des résidents, mais ces trois catégories finalement elles ont pas vraiment évolué, puisque après c'est des modèles qui sont étudiés depuis les années 90, donc là le concept de résident attitude est plus vieux que moi, mais je veux dire c'est pas moi. Mais c'est voilà, après les modèles ont énormément évolué, non pas en termes de perception des impacts, mais plutôt puisqu'il y a d'autres variables qui ont été intégrées. Mmh. Donc on va par exemple traiter les liens qu'entretiennent les résidents avec les touristes, le taux de participation à des activités touristiques avec les touristes, il y a aussi le niveau d'attachement des résidents à leur lieu de vie.
Et en fait, il y a plein de variables qui ont été intégrées. Et ça aussi, ça a été une grosse partie de mon travail, puisque j'ai essayé là aussi de catégoriser les variables qui ont été étudiées dans les modèles. Et finalement, on a 2 types de variables. Donc, on a des variables intrinsèques, donc c'est-à-dire qui sont propres aux résidents, donc qui passent obligatoirement par des enquêtes auprès des résidents. Et on a des variables extrinsèques qui, elles, par exemple, sont des données macroéconomiques. Donc, par exemple, la densité touristique, le stade de développement du tourisme dans la région. Donc ça, c'est un modèle qui a été développé par Richard Butler dans les années 80. Voilà. Et en fait, la modélisation de toutes ces variables permettent donc de comprendre et de déterminer donc les attitudes des résidents. Mais les attitudes des résidents, elles sont quand même c'est encore difficile de les traduire en termes de comportement finalement, parce qu'on peut pas dire oui, demain je vais faire ça pour être contre le tourisme, etc. Et en fait voilà, moi je me suis vraiment axée sur toutes ces variables, toutes ces techniques de modélisation. On peut faire ça, on peut dire par exemple je vais faire une thèse qui explique pourquoi le tourisme c'est pourri. Non, mais il y a des gens, des gens qui ont choisi la réponse à leur question avant d'avoir commencé, crois pas. Voilà, moi ça a été ça mon travail, en tout cas. Bon, puisqu'on est sur les catégorisations et leur naturalisation, toi tu es plutôt dans la branche économique, du coup, et on voit fleurir depuis 10-15 ans un genre on peut en trouver des traces bien avant, je pense, même jusqu'à l'Homo academicus, mais on voit apparaître, je pense depuis qui en a été le meilleur promoteur depuis Piketty avec le Capital au XXIe siècle, le fait que les catégories, y compris universitaires, en particulier universitaires, de l'économie, l'histoire, la sociologie, l'anthropologie, etc., apparaissaient comme des catégories fermées les unes aux autres, ou en tout cas on ne favorisait pas nécessairement le travail interdisciplinaire. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a touché dans ton questionnement? Est-ce que tu t'es dit, moi je fais de l'économie, mais ce serait quand même intéressant que je fasse de l'histoire, ou à quelle importance tu donnes à finalement des disciplines qui apparemment, pour le PEGU standard, sont pas les tiennes, quoi. Alors, en plus, moi, j'ai attaqué, donc, j'ai fait qu'un cursus purement économique, donc, à l'université de Corse. Et, en fait, je me suis rendu compte au fil de mes lectures, etc., que, ce concept, donc, de résident attitude, il touche beaucoup de disciplines, finalement. Donc, déjà, l'aspect, bien sûr, économique, l'aspect sociologique, donc, qui est quand même une section qui fait partie de ma thèse. Mais aussi d'autres, l'anthropologie, le management, etc. Et en fait, ma thèse je pars d'un constat que je suis en sciences économiques, etc. Mais ça touche quand même énormément de disciplines. Et c'est ça qui m'intéressait aussi, c'était pas seulement d'être axé sur de la théorie économique, mais aussi de m'intéresser aux concepts en sociologie. Donc tout ce qui concerne les attitudes, puisque finalement les attitudes ça reste un concept qui a été étudié par des sociologues. Donc c'est ça qui était intéressant aussi. Des sociologues, même des philosophes avant ça. Voilà, c'est ça, puisqu'il y a aussi j'ai lu beaucoup de papiers sur le concept de la qualité de vie. Donc pas en termes philosophiques, attention, mais tu serais surprise. Voilà, j'ai lu des papiers où il s'interrogeait quel serait le meilleur indicateur pour mesurer la qualité de vie des résidents. Donc est-ce que ce serait plutôt un indicateur de bien-être subjectif, donc c'est-à-dire la satisfaction de la vie, les émotions, le stress, etc., ou un indicateur de bien-être objectif, donc qui lui serait mesuré par exemple l'IDH. Donc l'IDH, le chômage, le PIB, le niveau d'éducation, etc. Et toutes ces lectures, etc., du coup, m'ont apporté beaucoup d'autres concepts que la résidente attitude, et du coup, m'ont fait avancer dans mon analyse sur quels seraient les meilleurs indicateurs à utiliser, quelle autre technique de mesure, quelle enquête, etc. Et en fait, je suis assez contente de cette interdisciplinarité finalement. Alors,
pour le coup, là, tu es encore dans la formalisation de la problématique, comme tu disais. Et comment est-ce qu'on fait ça ? Comment est-ce qu'on se dit... Comment est-ce qu'on va chercher une problématique ? Est-ce que ça se fait, du coup, justement, vis-à-vis de l'état de l'art ? C'est-à-dire, d'abord, on s'en fait des caisses, puis on dit « Ah, tiens, là, il y a un trou ». Ou est-ce que on est plutôt aidé aussi par son encadrement, sa direction de thèse, etc., etc. Est-ce que toi-même, tu avais déjà une intention avant tout ça ? Comment ça se passe, la création d'une problématique de thèse comme ça ? Alors, moi, je suis partie, voilà, donc j'ai lu beaucoup de papiers pour comprendre un peu comment ça fonctionnait, etc. Et après, donc j'ai attaqué par, voilà, les principaux résultats de la recherche, j'ai tout classé, etc. Et ensuite, je me suis dit, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi on n'arrive pas à un modèle universel pour comprendre les attitudes des résidents. De là, j'ai attaqué à étudier ça, après, je peux même donner une réponse. Je te donnerai une réponse hors antenne. Donc après, j'ai commencé à étudier les techniques de mesure, les techniques de modélisation, voilà, quels indicateurs, etc. Et c'est là que voilà, j'ai commencé à considérer qu'il y avait quelques limites sur des indicateurs, les résidents qui ont été interrogés, sur les destinations, etc. Et de là, j'ai commencé, voilà, à noter point par point ce que je considérais qui n'était pas... Enfin, j'irais pas jusqu'à dire pertinent parce que bon, je suis pas. Mais oui, ta sensibilité s'exprime à ce moment-là. Voilà, c'est ça. Et de là, j'ai aussi étudié donc le développement du tourisme en Corse, donc les problématiques, voilà, donc notamment la saisonnalité, etc. Et en fait, le mélange entre cette littérature scientifique et cette littérature grise m'a amené donc vers des perspectives de recherche, etc. Ensuite, voilà, ces perspectives, donc je les expose à mes directrices de thèse, qui ensuite me disent non, là, c'est pas, ça rentre pas dans le cadre. Il faut plus que tu sois axé sur cette question, sur une autre question. Et en fait, voilà, c'est comme ça que la problématique générale de la thèse émerge. Alors, c'est quoi ton ressenti pour la suite ? T'en as pour combien de temps et comment tu le sens ? Alors, donc là. J'aimerais donc finir donc cette phase de problématisation là dans les mois qui suivent et ensuite donc attaquer vraiment à recenser de la donnée, à voilà construire déterminer un seuil, donc comme je dis, d'acceptabilité des résidents, proposer en fait une nouvelle méthode pour comprendre quels sont donc les facteurs du tourisme qui impactent le ressenti des résidents. Après, bon là, avec toutes les problématiques de cette année, voilà, on a été un peu chamboulé sur le terrain, sur beaucoup d'aspects du travail. Voilà, beaucoup d'aspects du travail, donc ça a été un peu compliqué, mais voilà, j'aimerais bien voilà les prochains mois finir ma phase de problématisation et après attaquer donc le terrain, donc rencontrer des résidents pour déterminer voilà les attitudes, etc. Et à la fin donc proposer pas un modèle universel puisque mais proposer voilà une méthode statistique voilà qui prenne en compte ce ressenti et leur acceptabilité en fait. Alors on arrive doucement à la fin de l'émission. Est-ce que tu as un dernier mot à dire ? Quelqu'un à remercier ou quelqu'un à ne pas remercier. Oui, bon, hein ? Non. Dis-moi tout. Alors, déjà, je remercie Marie-Françoise Salicetti qui m'a donné l'opportunité donc de participer à plusieurs activités, dont celle-là, voilà. Donc en dehors de mes travaux de thèse, donc qui est passé notamment par une visioconférence pour voilà le rendez-vous des doctorants. J'ai aussi eu l'opportunité de rencontrer des lycéens. Donc les lycéens de Balagne, à qui j'ai exposé mes travaux de thèse et aussi voilà tout ce qui est mes années d'études, voilà pourquoi faire un doctorat, etc. Et voilà, et aussi remercier donc cette opportunité de faire une émission de radio, donc pour présenter un peu mes travaux de recherche et voilà mon ressenti par rapport à tout ce travail et voilà donc principalement Marie-Françoise voilà et merci à vous aussi de m'accueillir hein. Ah bah de rien, moi c'est mon boulot hein, je suis payé hein. Bon eh bien on va se quitter là-dessus. Très chers auditeurs, je vous dis au revoir et à bientôt sur Nebia 90.6.